Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette seconde émission du jour qu'on va consacrer à l'analyse graphique, notamment celle du Bitcoin et de l'état du marché actuel. Aujourd'hui, le Bitcoin se situe sur une zone médiane, c'est-à-dire qu'on a un sommet qui a été atteint en novembre 2021 aux alentours des 69 000 $, un bottom. Alors, c'est pas le bottom, évidemment, c'est pas le point bas ultime du Bitcoin, mais pendant ce bear market qu'on a connu, un an après, pile poil après ce sommet, effectivement, on a touché les 15 500 $. Donc, vous voyez, la chute est quand même très importante. Je vous mets la ligne à cet endroit-là, et on est à peu près entre les deux aujourd'hui, en fait, concrètement. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui vient me dire aujourd'hui, je viens acheter du Bitcoin, c'est le meilleur moment pour investir. Non, c'est pas le meilleur moment pour investir. En revanche, effectivement, commencer à acheter maintenant, c'est jamais une mauvaise idée, en fait. Parce qu'on voit, et c'est ça qui est intéressant sur le Bitcoin, depuis sa création, en fait, il a toujours pris de la valeur, puisque malgré ces différents marchés haussiers et ces différents marchés baissiers, on a une réelle prise de valeur qui s'opère sur cet actif depuis 10 années. Même si on a eu des chutes de 80%, de 85% qui se sont opérées, on est sur un actif qui se valorise avec le temps. Entre chaque cycle, on observe des réelles prises de valeur, puisque regardez, le point bas de 2022, c'était 15 000, alors que le point bas ici de 2019, c'était 3 000, alors que le point bas ici de 2014, c'était 200. Donc effectivement, il prend de la valeur avec le temps. Il n'y a jamais eu quasiment de moment où vous auriez pu investir et être en perte, sauf si vous avez acheté pendant cet espace-temps, pendant cet espace de prix en fait, grosso modo, qui se trouve ici. Donc si je dézoome sur le graphique, c'est vraiment un espace-temps tout petit. Il y a quand même, normalement, quand on regarde ça, on se dit il y a peu de chances pour que, finalement, que quelqu'un ait acheté pendant cette période de temps-là. Et bien figurez-vous que c'est la majorité des gens qui ont acheté pendant cette période, parce que c'est le moment où il y a eu le plus d'euphorie. On entendait parler du Bitcoin partout, à la télé, dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc., même dans les musiques en fait, dans certains titres de rap en l'occurrence, parce que j'en écoute beaucoup. Mais c'est vrai que c'est intéressant de constater ça et de se dire qu'en fait, ici, il y avait beaucoup de personnes, enfin la quantité de personnes qui ont acheté du Bitcoin était très importante, j'en sais rien, je vais mettre plein de zéros pour vous dire le nombre de personnes qui ont acheté du Bitcoin à ce moment-là, mais ils achetaient des petites sommes, parce que c'était des particuliers comme vous et moi, ils allaient mettre 1000, 2000, 3000 euros, j'en sais rien, peut-être que certains mettaient plus, mais vous voyez, c'était pas des grosses sommes. Alors que lorsqu'on est sur des points bas, des moments de désintérêt, effectivement, quand effectivement plus personne ne s'intéresse aux cryptos, au Bitcoin, etc., alors, à savoir ce moment-là ou encore ce moment-là, fin 2022, quand j'avais que 500 vues par vidéo sur ma chaîne, et bien à ce moment-là, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'on a une petite quantité de personnes qui achètent du Bitcoin, par exemple 100, sauf qu'au lieu d'en acheter 10 euros, 100 euros, 1000 euros, etc., ils en achètent plutôt 5, 10, 15, 30 millions, 50 millions. Et donc là, c'est plus des particuliers qui achètent, vous l'avez compris, c'est des professionnels, des personnes ou des entités, des entreprises, des institutions, ce que vous voulez, qui ont énormément d'argent et qui accumulent tout simplement. Et c'est ce qu'on appelle la smart money. Voilà. Donc c'est ceux qui investissent avec, on va dire, entre guillemets, plus d'intelligence. Mais ils ont la chance de pouvoir, en plus de mettre de l'intelligence dans leur investissement, ils ont la chance de pouvoir faire bouger le marché dans le sens un peu qu'ils le souhaitent, parce qu'avec des grosses sommes, en raison d'un manque de liquidité assez important des fois sur certaines plateformes, on peut faire bouger le marché assez fortement et donc le manipuler entre guillemets tout simplement et facilement. Bon voilà, j'en ai fini avec cette introduction. Aujourd'hui on est dans une phase en fait où finalement là la smart money était bien présente, et où on a maintenant, depuis qu'on a cassé notamment ce niveau des 25 pour aller venir chercher ce point des 36 000 $, où effectivement l'indice d'euphorie est assez élevé, même si ça peut être bien pire encore. Voilà, on est vraiment sur une phase, on peut le dire, médiane, comme je le disais au début de l'émission, et assez incertaine en fait. Pour moi, c'était beaucoup plus facile d'essayer d'imaginer ce qui pourrait se passer quand on était ici, que là, maintenant, actuellement, alors qu'on est sur les 37 000 $. Mais enfin, ça ne va pas m'empêcher de faire cette petite analyse aujourd'hui en daily, voir un peu ce qui se passe, et puis regarder le Fear and Greed, le Descent Trader, les liquidations, etc. aussi correspondantes. Je vous passe la très courte introduction. Pensez à vous abonner, à liker si ça vous plaît. À tout de suite. Je te propose sur cette chaîne un tableur que j'ai créé qui te permet de savoir où tu en es dans tes investissements. Tu peux simplement ajouter toutes tes plateformes, tu vas renommer les numéros ici par tes plateformes, tu peux rajouter toutes tes crypto-monnaies, donc une à une, par exemple je vais mettre le Bitcoin ici pour te montrer, mais le prix s'affiche en dollars et en euros instantanément et ça s'actualise toutes les heures, donc tu as vraiment la base de données en temps réel de la valeur des cryptos, et tu vas dire combien tu en possèdes sur chacune des plateformes, et du coup tu as le récap de tout, tu sais où tu en es, tu as les petits graphiques, voilà, donc ça peut être assez pratique pour certains d'entre vous.
vous, je pense, notamment ceux qui ont pas mal de crypto, pas mal d'argent dans ce domaine et qui savent plus trop où ils en sont. Si tu veux en savoir plus, je te mets une petite vidéo explicative en haut à droite ici où j'explique beaucoup mieux ce tableur, cet outil page par page. Et sinon, dans la description de cette vidéo, tu trouveras le lien du site de CryptOrganize. C'est l'endroit où tu peux l'acquérir. Voilà, je continue. Alors, le Bitcoin, on commence par le weekly, on regarde la baisse qui a eu lieu en 2022 et on est revenu chercher deux objectifs pour l'instant, à savoir les 23,6 sur lesquels nous avions jonglé en range au-dessus et en dessous, c'est-à-dire entre les 31 000 et les 25 000 et que nous avons cassé par le haut récemment pour venir chercher le second objectif des 36 000 $. Et en fait, on s'établit avec un point haut actuel vers les 38 000 $. Si on regarde le Fear and Greed, donc on est sur les 68, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder l'historique du Crypto Fear and Greed, et on peut voir par exemple qu'on a eu une grosse phase vraiment de peur extrême en mai 2022 jusqu'au mois de juillet 2022, et ensuite effectivement lorsqu'on a touché le bottom au niveau du Bitcoin, c'est-à-dire les 15 000 et quelques dollars en décembre 2022, eh bien le Crypto Fear and Greed se reprenait déjà. Je veux dire par là qu'en fait il y a une divergence entre le Fear and Greed et le cours du Bitcoin. Le Bitcoin chutait en fait, continuait sa chute, alors que le Fear and Greed était en train de remonter, donc le sentiment du marché était en train de se reprendre. Et ça en fait c'était également visible pendant la phase haussière, c'est-à-dire qu'en fait le Fear and Greed a touché une euphorie totale et complète à cet endroit-là. C'était en janvier 2021, sur ce sommet-là. Et ensuite, en fait, alors que le Bitcoin faisait encore des nouveaux plus hauts, à deux reprises en l'occurrence en mars 2021, en novembre 2021, et ben on a le Fear and Greed qui faisait, lui, qui ne faisait pas de nouveaux sommets. En fait, il avait atteint son euphorie ici. Regardez, je vous montre l'euphorie du Fear and Greed alors qu'on était sur les 92 décembre 2020, etc. Et ensuite, vous voyez que là, on était en novembre 2021, etc. Qu'en fait, on fait des points moins hauts. Donc ça, c'est un phénomène intéressant qui peut nous aider concrètement à essayer d'observer les points hauts et les points bas. Donc ça va pas nous donner précisément le prix auquel il faut acheter le Bitcoin, mais ça couplé à d'autres éléments, à savoir par exemple la temporalité, nombre de semaines entre le prochain halving et effectivement le point bas, en l'occurrence ici c'était 72 semaines, si vous prenez le halving du coup de 2020 et que vous mettez 72 semaines, vous atteignez aussi le point bas précis. Hein. Donc tous ces éléments combinés nous laissaient penser qu'effectivement là c'était un très très bon moment pour investir dans le Bitcoin. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu plus dangereux. Hein. On est à 20 semaines précisément du prochain halving et on atteint la zone de surachat au niveau du RSI. Regardez, si on prend le précédent marché baissier, quand on avait atteint la zone de surachat, et bien effectivement, par la suite, on a eu un crash qui s'était opéré. Sauf que c'était pas à 20 semaines du halving, c'était à 45, donc c'était pas du tout le même contexte. En fait, le marché actuel ressemble énormément encore au marché précédent, plutôt de 2015, donc effectivement, regardez, si on prend 20 semaines, on se trouvait par ici, vous voyez. Donc ça correspond pas parfaitement non plus, puisque regardez, la zone de surachat, on l'avait atteint d'abord dans un premier temps, donc bien avant encore, c'est-à-dire plutôt à 37 semaines également. Mais c'est vrai que le marché ici ressemble beaucoup plus au marché actuel. Et si on a un scénario similaire qui se produit, eh bien il est possible qu'on ait en fait pas de réel retracement, ou du moins pas de retracement conséquent sur le Bitcoin. C'est-à-dire qu'on est juste un marché stagnant, peut-être avec une chute qui nous ramène aux 30 000 ou quelque chose comme ça, vous voyez, avec un RSI qui chute également avant le halving pour ensuite avoir la poussée qui s'enchaîne. Mais c'est vrai que aller investir, on va dire, donc tout ce qu'on veut mettre dans les cryptos aujourd'hui, parce que simplement on en a entendu parler, parce qu'on a vu qu'il y avait un réel intérêt qui se développait ces derniers mois, c'est pas forcément le plus pertinent. On a quand même un Bitcoin qui est passé donc de 15 à 30 000, avec même plus, de 15 à 37 000, donc 155%. Voilà, donc moi ce que j'ai envie donc pas vraiment de conclusion à tout ça, c'était simplement pour faire un petit état des lieux de ce qui se passe. Concrètement, moi ce que je vois ici, c'est un Bitcoin qui n'est pas venu encore chercher les 0,5, donc les 42 000. Et on n'est pas non plus venu chercher les 61,8. Et on a vu que les 61,8, ils ont été atteints à chaque fois lors des précédents marchés. C'est-à-dire que là, en fait, on avait les 61,8. Et si on zoome également en 2013, on a eu également les 61,8, mais juste avant le halving, ici. Donc les 61,8 de Fibo. Est-ce qu'on va encore de nouveau, comme les deux fois précédentes, atteindre les 61,8 avant le halving, c'est-à-dire atteindre les 48 000 avant, donc avant le mois d'avril 2024? Évidemment, ça va être compliqué de répondre à cette question. Mais sur Descent Trader, on voit qu'il n'y a pas forcément beaucoup de liquidités au nord qui se sont accumulées. Concrètement, il y a les 40 000 qui peuvent être
finalement atteint très rapidement, hein. On a quand même ce petit espace facile à venir chercher parce qu'on n'y est plus très loin, mais vous voyez qu'ensuite il n'y a pas grand chose, hein. Et au sud non plus d'ailleurs, c'est à dire que la liquidité importante au sud elle se trouve en dessous des 24 000, donc pour y aller, bon bah voilà, ça va pas être une histoire facile non plus. Il faut effectivement beaucoup de pression vendeuse et vous imaginez un peu toutes les personnes qui voudront acheter du bitcoin avant ce niveau là feront que la pression acheteuse sera assez forte, donc ça va être compliqué je pense. Je pense que moi honnêtement, mon point de vue c'est que cette zone de liquidité ne sera jamais atteinte. Mais maintenant je peux me tromper, c'est-à-dire en dessous des 25. Je pense pas qu'on y retourne en fait, en réalité. Mais le marché a besoin de ralentir, c'est-à-dire que là on est en surachat. Alors effectivement l'euphorie pourrait arriver dès maintenant, les 48 000 etc. avec un double top sur le RSI etc. Mais j'ai l'impression quand même qu'on va arriver dans une phase assez stagnante jusqu'au halving, avec peut-être même un retracement qui nous amènerait un peu plus bas. Et cette phase stagnante pourrait faire en sorte déjà qu'on ait plus de liquidités qui s'accumulent, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui rentrent dans des shorts, hein. Mais j'ai quand même l'impression que pour ça, il faudrait qu'on vienne s'appuyer en dessous des 30 000 $, hein. Il faudrait quand même je pense une chute assez, on va dire assez marquante pour que les personnes paniquent réellement pour ouvrir des shorts et accumuler des liquidités plus basses. On va zoomer là-dessus, on va voir un peu quels sont les prix qui pourraient être atteints, en tout cas en termes de support, de résistance, voir ce qui se passe. Alors on avait bien sûr sur le daily notre niveau des 31 000 ici, un peu plus bas on a le niveau des 25 000, c'est le range sur lequel nous avons jonglé pendant une très très longue période de temps, c'était assez ennuyant d'ailleurs, hein. Ensuite au nord en termes de résistance on a donc les 41, alors je crois que c'est ça que j'avais visualisé, plutôt les 40 en fait, hein, au niveau de descente trader, donc c'est vraiment pas loin au-dessus du niveau qui a déjà été atteint. Et puis après en termes de résistance supérieure c'est plutôt les 48, donc les 61,8 de Fibo qu'on a vu tout à l'heure, voilà. Donc j'ai mis une ligne en plus, voilà. Donc je zoome ici, maintenant on va vraiment voir ce qui se passe en daily. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'au niveau du RSI, donc la surachat, la zone de surachat a déjà été atteinte depuis bien longtemps, hein, depuis finalement ce point-là, lorsqu'on était sur les 29 000. Ensuite on a continué dans cet espace et on a commencé à dessiner une divergence, parce qu'on avait le cours qui montait, le RSI qui chutait. On a confirmé cette divergence, en l'occurrence ici c'était le 14 novembre, donc assez récemment, et on voit que depuis que cette divergence était confirmée, on ne fait plus de nouveau plus haut, le cours ralentit. Là on attend vraiment de voir si on arrive si le Bitcoin arrive à casser cette ligne par le bas. Si c'est le cas, il y a quand même une très très forte chance pour qu'on visite des niveaux inférieurs. Là en tout cas en daily, on est plutôt bearish en fait sur ce graphique, même si on a déjà bien retracé au niveau du RSI ce que l'on a à l'écran, à savoir une localisation assez importante, assez haute en termes de prix, un RSI qui montre une divergence, une cassure du RSI, la confirmation de la divergence. Il ne manque plus que quelque chose qui confirme un M pour avoir un retour assez rapide aux 31 000 $ au niveau du prix du Bitcoin. Donc pour moi, effectivement, quelqu'un qui a de l'argent frais, hein, effectivement, à investir aujourd'hui, qui souhaite investir dans le Bitcoin, doit privilégier vraiment un palier plus conséquent que celui qu'il mettrait maintenant, parce que je sais que quand on a envie d'investir, on a envie d'acheter directement. Donc à ce moment-là, lâchez-vous cette envie d'investir en allant mettre par exemple 10% de votre argent dans les cryptos dès maintenant, ou 20 ou peut-être 30 si vous voulez prendre un peu plus de risques. Mais attendez effectivement un retour, pourquoi pas vers les 30 000, 32 000, pour aller mettre des sommes un peu plus conséquentes sur ce marché. Puisque là, on le voit concrètement qu'il y a un ralentissement qui s'opère. Maintenant, en toute logique, dans une stratégie d'investissement, on va dire assez réfléchie, on privilégierait des niveaux encore inférieurs, à savoir entre les 30 et les 27 000, c'est-à-dire un retour sur ce range qui représente la ZR concrètement. On peut venir s'appuyer sur cette zone et rebondir fortement, mais derrière on a quand même une ZR un petit peu en dessous. Et à mon avis, c'est la cassure de cette ligne-là qui pourrait créer l'espèce de panique, qui pourrait rajouter pas mal de liquidité effectivement au nord, avec beaucoup de shorts qui s'ouvriraient, notamment avec vraiment une petite panique qui s'opérait. Pour que ça arrive, pour moi, il faut vraiment qu'on casse cette ligne. C'est pour ça que pour moi, cette ZR, elle est tout à fait atteignable dans les semaines qui viennent, avant le halving en fait, hein, donc c'est-à-dire vraiment dans pas longtemps en fait. Voilà pour ça. On va zoomer un peu en 4 heures. Concrètement, au niveau des trades, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de trade sur la chaîne. Il va falloir qu'on se mette un ordre, hein, mais là je me demande, voilà, je me pose en fait en même temps que vous là sur ce graphique et je réfléchis, et je pense que dans les jours qui viennent, je vais justement mettre un ordre sur BitGet pour un trade, et ça sera peut-être un trade à la baisse. À savoir sur quel niveau est-ce que ça peut être pertinent d'entrer sur ce trade à la baisse, à savoir que si là on ouvre un short, le take profit, il faudra le mettre par ici, hein, avant la cassure de cette zone là. C'est à dire que là déjà vous voyez que si vous mettez un short sur le niveau actuel avec un stop loss, on va dire
Donc c'est vrai qu'on a dit qu'il y avait le niveau des 40 000, malheureusement, donc il faudrait peut-être le mettre un peu au-dessus. Vous voyez qu'on met le take profit par ici, on est sur du 1,6 pour 1. Voilà, vous voyez que pour que ce soit pertinent, il faudrait mettre un stop assez serré. Donc je ne sais pas dans quelle mesure le trade peut être pertinent, c'est pour ça que je dois y réfléchir encore. Ce qu'on peut faire éventuellement ici, c'est zoomer peut-être sur du 4 heures, voir un peu ce qui se passe. Alors sur du 4 heures, on oublie un peu le passé, on voit qu'on est vraiment sur un canal ici, clairement un canal haussier, hein, puisque les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts également, mais même si là on a un ralentissement qui s'opère, on a toujours le haut de ce canal ici vers les 40 000. Donc est-ce qu'on va l'avoir cette euphorie avec ce point des 40 000 et donc cet espace de liquidité qui serait atteinte finalement avant la chute? En fait, tout devient assez logique en même temps que je fais cette analyse avec vous. Pour moi, la logique voudrait que le short soit ouvert à cet endroit-là, c'est-à-dire dans cet espace, dans ce creux-là, hein. On va dire on a les 39 600 grosso modo. Donc là, on a les 39 600. Vous voyez, c'est l'endroit où je pense que c'est pertinent d'ouvrir un short. 39 600 par ici. Peut-être que ce trade ne sera jamais ouvert, hein. Vous voyez, c'est toujours pareil. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est l'endroit qui me semble le plus pertinent parce que c'est le creux dans la liquidité, parce que c'est le point de résistance, également le haut du canal, hein. Si on vient le chercher rapidement, ça serait aussi le haut du canal. Vous voyez qu'on pourrait prolonger cette ligne, essayer de se mettre le stop loss au-dessus en fonction de la temporalité à laquelle ce niveau est atteint. Et derrière, vous avez un stop à vous mettre, par exemple, à réfléchir, mais le take profit par ici. Donc là, cette fois-ci, vous avez votre risque-reward supérieur à 2, et là, vous avez un trade tout à fait intéressant. Donc c'est sûr que, pour en revenir à un investisseur lambda, aujourd'hui, vous voyez ça, vous dites, ouais, ça peut être intéressant d'acheter maintenant, le Bitcoin, on en parle de plus en plus, et là, j'ai peur de rater le train, etc. Et ouais, c'est vrai qu'en plus, si ça monte aux 40 000, vous allez encore plus avoir envie d'acheter. C'est là où l'erreur pourrait être fatidique, c'est-à-dire un achat à ce moment-là avec la chute qui s'opère derrière. En tout cas, moi, je pense, ouais, ce trade-là, je vais le mettre sur BitGet. Je vais le faire avec vous. Demain, je le ferai en vidéo pour vous montrer un peu comment je fonctionne sur les contrats dérivés pour des trades. On en a fait 5 depuis le début de l'année. J'en fais vraiment pas beaucoup, mais quand je le fais, j'essaye de bien réfléchir au trade. Donc ça me permet d'avoir un peu la nuit aussi pour y réfléchir, même si je vais peut-être pas y réfléchir tant que ça, mais en tout cas de regarder un peu ça en off avant de vous le proposer demain en vidéo, tout simplement. Je vais continuer cette émission avec quelques crypto-monnaies. Je voulais vous passer